Victor Dixon, bonjour. Bonjour. 11e livre en live, hein, une initiative de Citre Le Furet, une initiative dans ces temps un petit peu particuliers pour aller à la rencontre un petit peu des auteurs et de leurs lecteurs, pour faire le lien un petit peu dans ces temps incertains. On est vraiment content de vous avoir, puis en plus, là, vous êtes en direct de Washington. Oui, Donc, oui. tout se passe entre Lyon, Washington et Nantes ce soir. On est vraiment ravis. Vous venez de publier il y a quelques jours le Vampiria, le cours des ténèbres, chez R, votre éditeur, enfin pas historique, mais en tout cas votre deuxième éditeur. Vous nous proposez un livre assez étonnant, je trouve, alors que Stéphanie Meyer sort 12 ans après une pâle chronique vampirique. Vous nous proposez une véritable aventure à la fois historique, enfin historique, on peut dire un petit peu quand même, puisque ça se passe en l'an 299 des Ténèbres, c'est-à-dire 300 ans après la transmutation du roi Soleil. Vous nous proposez un univers comme si le roi Soleil, en fait, était devenu le roi des Ténèbres. J'ai envie d'une question toute bête, Victor Dixon, parce que je sais que pour Phobos, par exemple, vous aviez dit que l'idée vous était venue en regardant le projet Mars 1. Comment vous est venue cette idée? En fait, là, c'est un peu mystérieux. C'est l'inspiration. Il y a deux sources. D'une part, Versailles, qui m'a toujours fasciné, hein, la Oui. cour de Versailles, le grand siècle. J'y ai vécu un peu pendant mes études, donc j'étais dans l'ombre portée du château. Et D'accord. ce qui vraiment m'interpellait, c'est que 3 siècles après, le magnétisme de Versailles est toujours aussi fort. On dit le mot Versailles, et partout dans le monde, il y a tout un imaginaire qui surgit. Donc ça faisait longtemps que j'avais très envie de faire quelque chose sur Versailles. Et un autre sujet d'intérêt très fort pour moi, c'est les vampires. Ouais. Depuis l'adolescence, c'est une figure qui me fascine, qui me terrorise en même temps. J'ai lu le Dracula de Bram Stoker, Carmilla de Sheridan Le Fanu, que j'ai adoré, et les Chroniques des vampires d'Anne Rice. Et j'avais très envie aussi à ma manière d'aborder ce thème, ce mythe littéraire. Et voilà, les deux thèmes sont entrés en conflagration et ça a donné la Cour des Ténèbres et la série Vampiria. Et De, c'est vrai, de, vous faites référence à Stéphanie Meyer, et moi, ce que j'adore dans le vampire, c'est que c'est un mythe littéraire, comme je disais, qui peut être réinventé, re-raconté de 1000 façons différentes. Et pour ça, il est vraiment immortel finalement, parce qu'il renaît toujours avec un visage différent. Un autre champ de la littérature qui a un peu la même plasticité, c'est les contes de fées, qui m'ont beaucoup inspiré dans mes premiers romans, notamment Jacques Spark et Animal. Et je retrouve dans les contes de fées la même capacité de métamorphose que dans le vampire, c'est-à-dire qu'on peut tourner autour, les re-raconter, en donner une autre version, et ceci à l'infini. Donc finalement, c'est des réservoirs fantastiques pour un écrivain. je, Comme vous parlez un petit peu plus des vampires, on reste sur les vampires. Dans la bouclette un petit peu qui a été publiée avec votre livre, vous parlez que enfin, écrire sur les vampires, c'est aussi avoir un rapport particulier au temps. Oui, parce que le vampire, il est immortel par essence, il ne mourra jamais, donc sa perspective sur l'existence est forcément différente de la nôtre. Pour nous, chaque heure est précieuse, mais pour quelqu'un qui a toute l'éternité devant lui, quel est le sens de la vie finalement? Quel est le sens de l'existence? Donc il y a un potentiel existentiel comme ça très fort chez le vampire que j'ai envie d'explorer à travers cette série au niveau personnel, au niveau vraiment du personnage. Et puis après, si on prend un peu de champ, un peu de hauteur au niveau de la société, de la culture, de la civilisation, si un monde était gouverné par les vampires, est-ce qu'il évoluerait comme le nôtre? Est-ce qu'il y aurait du progrès, notamment technique, ou bien est-ce qu'il resterait figé dans les conditions de la transmutation de ces vampires? Ça serait peut-être le revers de la médaille. Le prix à payer pour l'immortalité serait la capacité à ne pas changer. De la même manière qu'un vampire, une fois qu'il est transmuté, reste physiquement dans les conditions de sa transmutation. Il ne pourra jamais vieillir, il ne pourra jamais changer. Vous parlez de progrès technique avant qu'on aborde quand même un peu l'histoire, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de progrès social? Et comme vous vivez aux États-Unis et que la France aussi, c'est marrant parce que ces deux pays ont des mots en commun. Alors, je ne sais pas si c'est Give me liberty ou Give me death, ou alors la liberté ou la mort qui vous a inspiré, c'est lequel des deux? Dans quel ordre? En fait, les deux, c'est vrai que c'est un slogan qui a été repris dans les mouvements révolutionnaires, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Alors, la révolution américaine a précédé de peu la révolution française, mais finalement, on a les mêmes intervenants, hein, en partie Lafayette,
bien sûr, c'est le principal, et on retrouve les mêmes slogans, celui que vous avez cité en anglais, celui de la Révolution en France, que je reprends dans le roman. Donc c'est vrai que il y a comme ça un lien très fort entre la France et les États-Unis, et surtout à cette période de l'histoire. Après, pour ce qui est du début de votre question, le progrès technique et le progrès moral, est-ce que les Social, deux vont de social. pair? Ça, c'est la grande question rousseauiste, hein. D'ailleurs, c'était son premier discours. Est-ce que le progrès technique amène forcément le progrès moral? Alors ça, c'est une question que j'avais creusée particulièrement dans Cogito, qui était mon roman sur les intelligences Mhm. artificielles et Ouais, tout à fait. une société de plus en plus gagnée par l'automatisation, peut-être au détriment d'une part plus humaine de la société. Dans Vampiriat, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le progrès technique n'a pas eu lieu. La France de nos jours est restée figée dans les conditions du début du 18e. Et voilà, la morale aussi est restée figée d'une certaine manière. Alors on peut se demander dans la suite de la série, est-ce que ça va se débloquer? Est-ce que par le biais de l'Uchronie, le progrès technique va arriver? Est-ce qu'il va y avoir un progrès social aussi? Ça, je ne dis rien pour l'instant. Bien sûr, je ne spoil pas, mais c'est des questions qui sont en germe dès le premier En, tome. en tout cas, on dirait que le progrès technique, puisqu'il y a une faculté du son en quelque sorte dans votre livre, amène à encore plus obscurcir le paysage des vivants et amène à la création d'aberrations. Oui, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était de tourner autour de cette idée des ténèbres, qui est une substance, une énergie, on ne sait pas encore très bien dans ce premier tome, mystérieuse, qui a un pouvoir de corruption terrible. D'une part, ça va fournir effectivement l'immortalité aux seigneurs de la nuit, comme on dit, les vampires qui sont les maîtres de ce monde, mais ça va également provoquer des aberrations ou des abominations, comme je dis dans le texte, c'est-à-dire des mutations incontrôlées. Et peut-être que c'est le prix à payer pour avoir figé le temps comme ça pendant 3 siècles. Et bien sûr, c'est une enquête que mon héroïne Jeanne va mener. Ouais. Et le lecteur, à sa suite, va découvrir la vraie nature des ténèbres et qu'est-ce qui cause ces abominations. Alors, parler de Jeanne, c'est donc parler de Jeanne Froidelac, qui va prendre une autre identité dans cette histoire, Diane de Gasterfrich. Est-ce que c'est une héroïne qui vous est venue tout de suite ou c'est en composant l'histoire en fait que vous avez trouvé ce personnage qui vous permettait comme ça de raconter cette uchronie? Alors mes personnages, mes héros et mes héroïnes, très souvent viennent, une fois que j'ai l'idée de l'histoire, c'est l'histoire qui les appelle et qui les convoque. Donc j'avais vraiment cette envie d'Uchronie, versaillaise, vampirique, et le personnage de Jeanne est apparu de lui-même finalement, hein. On en parlait un peu avant le début du live, venant d'Auvergne, donc D'Auvergne, oui. que j'adore personnellement pour sa nature, son côté un peu en dehors du monde. Et je voulais vraiment que mon héroïne vienne d'une région enclavée, qu'elle ait été très préservée finalement des vampires, de leur perversion et aussi des codes de la cour, et qu'elle découvre tout ça au fil du roman, et le lecteur découvrira avec elle. Donc ça, c'est pour son origine sociale, géographique. Et ensuite, le personnage en lui-même, je la voulais très proche de la nature, justement. Donc, c'est une Ouais. chasseresse, hein, elle braconne sur les terres du baron local. Elle est très vive, elle a une espèce de bouillonnement en elle. C'est-à-dire que dans ce siècle qui est figé à tout jamais, figé même au niveau du climat, hein, il y a une glaciation qui s'est emparée des terres, et je me suis inspiré pour ça du petit âge glaciaire qui a vraiment eu lieu à la fin du règne de Louis XIV. Donc, dans ce monde totalement figé, elle a une envie d'avenir très forte qui bouillonne en elle. On l'a diagnostiqué d'ailleurs avec un trop-plein de sang, Ouais, c'est ça. la théorie des humeurs qui avait cours alors. Et justement, il faut qu'elle dépense cette énergie folle en courant dans les forêts. Ça, c'était un point important. Et l'autre point peut-être caractéristique qu'on voit tout de suite dès qu'on la rencontre dans le roman, c'est sa chevelure. Elle a cette particularité de naissance. Elle est née avec des cheveux gris, d'argent, comme si elle était vieille avant l'heure, et pourtant elle est débordante de jeunesse. Donc il y a ce paradoxe dans le personnage qui, bien sûr, est aussi une petite graine que j'ai plantée et qui sera développée par la suite. Mais je dirais qu'elle est un peu aussi, sans le vouloir et sans l'avoir décidé, lettrée et initiée en quelque sorte, ce qui la rend justement dans ses humeurs, dans l'étude de ses humeurs à la fois mélancolique et dans l'action. Enfin, finalement, sa famille, dont elle ne connaissait pas le secret, lui a transmis une forme de connaissance. Tout à Lui, en fait. tout Alors, cas, a appris à lire et à écrire. oui, ce qui est dans les conditions de l'époque, hein, qui une fois encore reprennent les conditions de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe, est assez insolite, hein, qu'une roturière qui vient de la campagne sache lire et écrire.
Alors, il se trouve qu'elle est fille de petits notables locaux, l'apothicaire et son épouse, herboriste, Qui appartiennent au Caretta, hein. qui appartiennent. Qui Ah, appartiennent au... oui, tout à fait, parce que dans la hiérarchie sociale donc que j'ai imaginée, on n'a pas trois États comme on le sait dans l'histoire, mais quatre, parce que les vampires, bien sûr, se sont imposés. D'ailleurs, je peux peut-être montrer dans le livre, Ouais, c'est une magnifique page, ouais. ça permettra de clarifier les choses. Voilà, donc on a la pyramide des ordres de la société de la Magna Vampiria. Donc tout en haut, on a la haute noblesse vampirique qui gouverne le tout. Ensuite, on a deux états qui sont privilégiés. D'une part, la basse noblesse, donc ce sont les mortels qui, eux, ne sont pas encore transmutés en vampires. La faculté hématique. Alors ça, c'est une nouvelle religion médicale qui a été créée avec l'avènement du roi des ténèbres. Ce sont eux, en fait, ces médecins qui ont transmuté Louis XIV en roi des ténèbres. Et enfin, tout en bas, on a le Caretta, donc l'équivalent du tiers-État tel qu'on le connaît dans notre histoire, mais encore plus opprimé, car le Caretta est soumis à des lois vampiriques extrêmement contraignantes. La loi d'obéissance, ils doivent l'obéissance absolue au Seigneur et particulièrement aux vampires. La loi du parquage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de s'éloigner à plus d'une lieue de leur clocher. Et puis la loi du couvre-feu, dès que sonne le tocsin, c'est-à-dire dès la tombée du jour, il faut qu'ils restent chez eux, et si jamais ils sortent, ils sont sujets à être saignés à blanc par les vampires de passage. C'est très troublant de lire votre livre en ce moment, parce que c'est vrai qu'on est en plein couvre-feu, et quand sonne le tocsin dans ce livre, il est impossible de sortir au risque d'être vampirisé, hein. Oui, alors c'est vrai que notre couvre-feu est quand même plus clément que celui de Vampiria, parce qu'il déjà il est plus tard, hein, et je crois que c'est 21h, il me semble, hein, ce qui est bien après la tombée de la nuit actuellement, et puis bon, on n'a pas encore de vampires qui risquent de nous sauter dessus la nuit, en tout cas pas que je sache. On ne sait pas ce qui se passe après 21h. Voilà. Donc, alors, ce que vous n'avez pas dit sur le Caretta aussi, c'est que dans ce nouveau code, une dîme est prélevée en fait sur les vivants, une dîme de sang. Oui, alors une fois encore, c'est une idée. Je me suis vraiment inspiré de la réalité hein, du XVIIe siècle pour imaginer mon monde. Et à l'époque, il y avait tout un tas d'impôts hein, qui écrasaient le peuple. On pense à la gabelle, mais il y avait également la Il dîme. existe encore la gabelle dedans. Oui, tout à fait, exactement, et qui est encore l'objet d'ailleurs de contestation. Mais la dîme, c'est cet impôt médiéval de l'Église qui prélève un dixième de la récolte historiquement. Dans mon roman, eh bien, c'est la faculté hématique, donc cette nouvelle religion de prêtres médecins qui prélève tous les mois un dixième du sang des roturiers, donc 90% de la population française, même plus, pour nourrir l'aristocratie vampirique. Donc tous les roturiers doivent se faire prélever leur sang comme ça tous les mois, et tout ça est envoyé en citerne vers les grandes villes où festoient les vampires. Et mon héroïne, Jeanne, comme tous les gens de sa famille et de son village, a les bras qui portent la ponction des dîmes répétées qu'elle a eues depuis son enfance. Et ce qui est absolument génial dans votre livre, c'est qu'il y a cette fascination pour Versailles, pour le XVIIe, mais on dirait que finalement, c'est pas un livre qui raconte dans le détail cette période et la transpose dans une autre époque. On dirait que cette période est idéale finalement pour peut-être dire quelque chose d'encore plus fort, par exemple, d'une exploitation, c'est-à-dire une noblesse qui est assoiffée de sang et de plus en plus assoiffée de sang, et puis d'autres gens aussi, d'autres individus, peut-être de petites noblesses aussi, qui ont de plus en plus d'appétence pour le sang et exploitent de plus en plus tout ce qu'il y a autour d'eux. Enfin, et on dirait que ce siècle se prêtait presque à une métaphore pour aujourd'hui. C'est vrai que le grand siècle, c'est le siècle de tous les paradoxes, parce que c'est un siècle très imposant dans les livres d'histoire, c'est vraiment le rayonnement de la France, c'est la centralisation du pouvoir, la mise en scène aussi du pouvoir, avec tous les ors de Versailles, les fêtes, enfin toutes ces images qu'on a en tête, qui sont des images très lumineuses, liées justement au roi Soleil, mais il y a un envers du grand siècle, un envers très sombre, et à plein d'égards. D'un point de vue mystique, en fait, le moment dans l'histoire de France où on a le plus pratiqué la sorcellerie, c'est sous le règne de Louis XIV. Alors, l'affaire des poisons, je ne sais pas si les auditeurs sont un peu familiers avec ça, dans les années 1680, c'est le moment où ça a explosé. On s'est rendu compte que tout le monde à Paris faisait de la sorcellerie, des messes noires, des empoisonnements et tout. Donc, il y a une espèce comme ça
de contraste entre un siècle qui se voulait très rationnel, Et lumineux. une préfiguration du siècle à venir, et puis un retour comme ça du refoulé, du mysticisme. Au niveau du plus social du pouvoir, on a cette centralisation effectivement qui donne une certaine aura à la France, mais on a une intolérance religieuse qui va de pair avec ça. Je pense à la révocation de l'édit de Nantes qui a chassé les protestants de France et qui est obligé à la conversion, qui est une des plus grosses erreurs historiques qui ait pu être commise. On a dans les colonies l'instauration du Code noir, qui est vraiment une législation complètement inique pour les populations dans les colonies. Donc on a comme ça toute une intolérance autocratique très forte, une tyrannie, presque même un totalitarisme qui émerge à cette époque. Donc il y a les deux facettes de la pièce, et ça m'intéressait vraiment à travers cette série à la fois de rendre grâce, de rendre hommage au grand siècle pour tout ce qu'il nous a apporté, mais aussi de pointer ses crimes et de lui demander des comptes pour ça. Et c'est vrai que notre époque, elle est encore dans l'ombre portée en grande partie du grand siècle. Il y a plein de choses qui ont été inventées sous Louis XIV et dont on est encore les héritiers aujourd'hui. Je parlais de la centralisation du pouvoir qui date de Louis XIV, c'est encore le cas aujourd'hui. On est un des pays les plus centralisés du monde. Les ministères qui sont dans les pavillons à l'entrée de Versailles, enfin qui sortent le pouvoir de la ville et le mettent en direct avec le roi. Enfin. Oui. Vous pouvez répéter, j'ai eu un petit... les pas de doigts à l'entrée de Versailles où il y avait les ministères proches du roi. Oui. Mais du coup cette hypercentralisation, vous y ajoutez quelque chose qui est absolument génial, c'est la transmutation qui explique un petit peu le masque qu'il y a sur la couverture du livre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est? Sans trop révéler, mais je pense qu'on peut le dire quand même. Sur la transmutation ou le masque, ou les deux? Sur la transmutation et qui est à l'origine aussi de ce masque, puisqu'en fait, il cache une expérience un petit peu qui a été douloureuse pour le roi. Exactement. Alors effectivement, dans mon roman, Louis XIV est présenté comme le premier vampire de l'histoire. À la fin de sa vie, en 1715, alors il faut savoir qu'historiquement, la fin du règne de Louis XIV, c'était complètement l'inverse du début. Le début du règne, s'est déroulé dans une grande ambiance de joie, d'optimisme. Il y avait toutes les fêtes à Versailles. Il y avait vraiment un appétit pour l'avenir très fort. Et la fin du règne, au contraire, on est dans une espèce de renfermement sur soi. Versailles devient une espèce de musée glacé parce qu'il y a ce petit âge glaciaire justement qui commence. Le roi devient de plus en plus intolérant. Les courtisans quittent Versailles, mais en même temps, on n'ose pas lancer des nouvelles choses parce que le roi est toujours là. Il y a des famines, il y a des guerres qui s'enlisent. Je pense à la guerre de succession d'Espagne qui a été très meurtrière. Donc c'est un peu comme ça, une espèce de désamour, d'amertume très fort. Et ce roi, qui a le règne le plus long de l'histoire de France, qui meurt en 1715, je me suis dit, c'est le point de divergence de mon uchronie, parce que ce roman, cette série, c'est une uchronie. Je me suis dit qu'au soir de sa vie, plutôt que de passer la main, il va se dire, je vais continuer mon règne pour l'éternité, je vais me transmuter en vampire, et il confie cette mission aux médecins de la faculté, qui vont donc tenter cette opération sur le roi. Une opération qui reste très mystérieuse dans le premier tome. Je reviendrai dessus sur les tomes suivants, mais on sait une seule chose, c'est que cette opération qui a créé donc le premier vampire de l'histoire, le roi des ténèbres, a aussi défiguré de manière atroce le patient, donc le Louis XIV. Et depuis, il doit porter un masque en permanence, un masque d'or qui représente Apollon, le roi soleil, car il est dit que l'ambition secrète du roi des ténèbres, qui donc ne peut plus sortir que la nuit, l'ambition secrète de ce roi, c'est de reconquérir le jour. Et lorsque Jeanne apprend ça au début du roman, elle se dit les vampires sont déjà terribles de nuit, si jamais ils réussissent aussi à vivre de jour, alors là, c'en est fait de nous pour toujours. Et puis cette séance dans le livre de transmutation est accordée à un certain nombre d'écuyers qui sont un petit peu la garde rapprochée de Louis XIV. Oui, alors, elle est accordée à la noblesse en plein. Alors c'est vrai que dans ce monde, je reprends la pyramide dont je parlais tout à l'heure avec les différents états. L'état le plus haut, ce sont les seigneurs de la nuit, les vampires, qui sont l'objet d'un numerus clausus. Donc là, c'est un terme médical. On a le numerus clausus pour le nombre de médecins en France. Et comme effectivement la religion de mon monde futur est un peu gérée par une secte médicale, je me suis dit que c'était une idée intéressante à reprendre. Le nombre de vampires est très strictement observé et contrôlé par la faculté de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de suceurs de sang. Sinon, il n'y aurait pas trop de suceurs de sang et pas assez de réserves. Donc, il faut gérer les stocks de sang.
Et de temps en temps, eh bien, on autorise un noble mortel, parce qu'il a fait preuve de bravoure, ou il a rendu service à la couronne, à se transmuter, donc à devenir à son tour vampire pour l'éternité, et donc à rentrer dans le numerus clausus. Donc, ça répond à votre question. En partie, puisqu'il y a aussi une autre partie qui est celle en fait d'accorder un petit peu du sang Ah oui. royal. Oui, alors la transmutation, c'est un rituel très complexe pratiqué par la faculté qui implique que le mortel qui en est l'objet soit entièrement vidé de son sang avant d'être rempli du sang d'un vampire pour devenir à son tour vampire. Mais il y a une cérémonie beaucoup plus légère, si j'ose dire, qui est appelée la gorgée du roi. Alors la gorgée du roi, c'est le roi des ténèbres, Louis XIV, qui va donner juste une gorgée de son sang à boire à un mortel, de manière à lui conférer des pouvoirs vampiriques particuliers, sans pour autant le transmuter totalement en vampire. Et il y a un certain nombre de jeunes gens, les écuyers du roi, qui bénéficient de cette gorgée du roi pour devenir la garde personnelle, les gardes du corps du roi. Ils gardent son cercueil pendant la journée notamment, et puis ils l'accompagnent pendant la nuit. Et alors, sans spoiler le roman, mais c'est quelque Oui. chose qu'on découvre assez vite dans les premiers chapitres, mon héroïne Jeanne, qui va être arrachée à sa famille de roturiers en Auvergne, elle est envoyée à Versailles, à l'école de la Grande Écurie, l'école qui forme les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Et les pupilles Elle-même, de elle a naissance. une couverture, pour ainsi dire. Elle se fait passer, vous l'avez dit tout à l'heure, pour une noble d'Auvergne, la baronne Diane de Gastefriche. Et elle va se dire, eh bien, je vais concourir à cette gorgée. Les places sont comptées, il n'y a que 2 personnes tous les ans qui bénéficient de la gorgée du roi. Et je vais essayer eh bien, de rentrer au service de Sa Majesté des Ténèbres. Pourquoi? Eh bien, ça, les lecteurs devront le découvrir dans le roman. Ça, ce n'est rien révélé, c'est juste dire que le livre est à la fois un roman d'apprentissage et l'histoire d'une vengeance. Mais ce qu'il y a de génial, comme tout votre livre, c'est que rien n'est, il y a pas d'autoroute pour la vengeance, quoi. Vous avez un malin plaisir à différer sans cesse ce moment où elle pourra, elle, comment dire, elle pourra étancher sa soif de vengeance, quoi. Bah oui, sinon, y aurait pas de livre, il n'y aurait pas de plaisir de lire et la tension qu'on a envie de tourner les pages. Moi, j'étais en tension aux côtés de mon héroïne pendant toute l'écriture et j'espère que le lecteur est dans la même tension avec elle. Tout à À fait. chaque fois qu'elle pense toucher du doigt sa vengeance, ça lui échappe. Il y a de nouvelles difficultés qui arrivent. Et j'ai bien sûr pensé dans mes références, hein, je parlais des Chroniques des vampires d'Anne Rice, mais il y a une autre grande référence littéraire que j'avais en tête en écrivant, c'était Le Comte de Monte Cristo, qui est l'histoire de vengeance absolue. Et c'est une vengeance justement qui prend son temps, qui est différée, qui s'étale sur des centaines de pages. Et c'est aussi comme ça que ça se passe pour mon héroïne. Et plus elle rencontre des obstacles, plus sa soif de vengeance s'affûte et devient vraiment quelque chose de très douloureux, mais en même temps qui la pousse en avant et qui va la pousser à faire des choix parfois discutables, à trahir certains de ses amis. Est-ce qu'elle se rachètera sur la fin? Ça, je laisse une fois encore les lecteurs et les lectrices le découvrir. Ouais, puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, prenant connaissance au début du roman de la Fronde, qu'elle ignorait même chez ses parents, elle va prendre conscience un petit peu de l'ampleur de la chose et des différents protagonistes de la Fronde. Oui, c'est vrai qu'elle apprend au tout début du roman que ses parents secrètement appartenaient à la Fronde. Alors la Fronde, une fois encore, j'ai emprunté à l'histoire et puis j'ai arrangé à ma sauce. C'était ce mouvement de rébellion des princes, principalement au début du règne de Louis XIV, hein, pendant la Régence. Il voulait déposer le roi et puis finalement, Louis XIV a réussi avec sa mère et Mazarin à vaincre la Fronde et c'est aussi l'origine de cet absolutisme dont on parlait, c'était d'écraser une fois pour toutes la contestation. Dans mon roman, la Fronde, c'est un mouvement multicéphale, nébuleux, on ne sait pas trop bien ce que c'est. Il y a des paysans qui se révoltent, il y a des jacqueries de croquants, il y a aussi des nobles mortels qui font leur propre conjuration. C'est une hydre à plusieurs têtes, c'est comme ça que c'est décrit à un Ouais. moment donné dans le roman. Et Jeanne, pendant une grande partie du roman, va essayer de comprendre ce que c'est que cette fronde, entrer en contact avec elle. Elle va finalement trouver un chemin, mais c'est une question que je continue de creuser dans les autres livres. C'est qu'est-ce que la fronde? Est-ce que c'est un mouvement homogène ou pas? Quelles sont les intentions des frondeurs? Parce qu'il y a plein de gens qui ont intérêt Ouais. à déposer le roi des ténèbres, mais pour faire quoi après? Ça, c'est toute la question. J'ai trouvé cette question très intéressante par rapport à plus de liberté, quoi.
Oui, et puis là encore, en fait, tout se joue sur les mots. Et il y a un personnage, je ne vais pas dire lequel pour pas spoiler, mais qui justement fait un laïus dans le roman sur la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? La liberté pour vous, c'est pas forcément la même que pour moi. La liberté pour un personnage, ça sera pas la même définition que pour un autre. Donc, quand on se bat pour la liberté, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pour quelle liberté on se bat. Mmh. Ça, c'est une question effectivement qui n'avait jamais effleuré mon héroïne, mais qu'elle va devoir se poser par la force des événements. Et je trouve que ça fait un ensemble de questions qui nous laissent en suspens à la fin de ce volume. Vous avez déjà écrit la suite ou pas? Enfin, je pense qu'elle est en partie écrite. Vous en êtes où de ce projet? Et Alors, combien il aura de tomes exactement? alors là, je suis effectivement en plein dans la rédaction de la suite. C'est vraiment un univers dans lequel j'adore écrire, j'adore être aux côtés de ces personnages, j'adore suivre leur trajectoire. Il y aura au moins 3 livres, j'espère plus, si les lecteurs sont au rendez-vous, parce que j'ai une énorme envie de romanesque en fait dans ce monde-là, et j'ai envie d'aller le plus loin possible. C'est vrai qu'à la fin, autant de personnages que de questions, et le premier chemin qu'on a suivi ne sera pas celui d'après. Enfin, on se pose pas mal de questions. Euh, je voudrais revenir un petit peu aux vampires, parce que c'est vrai que vous êtes rentré dans cette littérature vampirique. Alors, j'ai vu que dans la petite bouclette qui a été donnée, vous faisiez référence à plusieurs livres, donc à Bram Stoker, à Anne Rice, et puis à d'autres. Mais alors, il y a quelque chose que vous développez de manière très habile, c'est la séduction du vampire, la beauté du vampire. Ah oui, alors je pense que ça c'est contenu. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs interprétations du vampire. Le vampire du XVIIIe siècle chez Voltaire ou autre, c'était vraiment des cadavres très Ouais. repoussants. Et puis après, il y a la vague romantique qui arrive justement avec Bram Stoker et la suite. Et moi, ça m'intéresse beaucoup cette tension en fait entre la séduction et l'horreur, la répulsion. Ouais. Ça rejoint une dialectique qu'on trouve chez Victor Hugo, c'est le sublime et le grotesque. Et moi, j'adore ce jeu comme ça. Je dirais Ouais. dans le vampire, c'est le sublime, ou en tout cas l'attraction et la répulsion, l'horreur. Les deux faces. Et sur certains de mes personnages, je pense à Alexandre de Mortange, qui est le premier vampire qu'on rencontre dans le roman, le premier vampire aussi que mon héroïne Jeanne rencontre. On a vraiment ces deux pôles qui sont incarnés. C'est-à-dire que c'est un vampire très séduisant en apparence, mais qui dévoile très vite un comportement des plus ignobles, cruel, affreux, et même son visage lorsqu'il est énervé, lorsque ses instincts de prédateurs reprennent le dessus, se transforment complètement avec ces canines qui Ouais. sortent, Ouais. des griffes de chat sortant de leur gaine. Donc voilà, il y a vraiment ces deux visages du vampire. D'ailleurs, là, comme vous parlez de la petite plaquette, Ouais. hop, j'en profite pour montrer. La généalogie des personnages. Enfin, l'arbre des Voilà. personnages. Ouais. Alors, oups, donc là, on a effectivement Jeanne et j'essaie. Et donc cet Alexandre de Mortange qui, euh, qui a ces deux visages. Voilà. Mais c'est absolument réussi. C'est à la fois ce dégoût et cette fascination. Moi, je pense particulièrement au repas au château, où là, on est au summum de ces deux sensations. Oui, c'est vrai qu'on a. Alors, je me suis amusé et j'ai eu la chance d'être accompagné par des artistes très talentueux sur ce projet. On n'a pas moins de 4 artistes que j'ai sélectionnés personnellement pour donner vie graphiquement au monde de Vampiria. On a un artiste espagnol qui a fait ce masque gothique, baroque en couverture dont on a parlé. On a une autre artiste espagnole qui a réalisé les camées de personnages que je vous ai montré à l'instant. Un titreur français qui a fait la titraille, la Cour des Ténèbres, comme ça, en lettres en fer forgé. Et enfin, on a une cartographe très talentueuse, Misty B, qui a Oui. réalisé la carte de la Magna Vampiria. Voilà, exactement. Donc, on a tous les deux la carte de la Magna Vampiria. Donc, on voit bien l'étendue de l'Empire du Roi Soleil. C'est-à-dire que tout ce qui est en rouge, ce sont les terres, les territoires qui sont soumis à Louis XIV, au roi des Ténèbres. Et le reste, ce sont des États alliés. Et on a effectivement, à un moment du roman, Misty B, donc cette cartographe illustratrice, qui a réalisé un menu vampirique en double page, Ouais. très joliment mis en scène, avec toutes les enluminures et tout ce qu'on veut.
D'un côté, sur une page, c'est le menu pour les courtisans mortels, donc des choses très appétissantes, avec les ingrédients les plus nobles, ça donne vraiment envie. Et puis de l'autre côté, eh bien, c'est le menu pour les courtisans immortels, les vampires, et là, c'est tout de suite beaucoup moins ragoûtant. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même des sangs vieillis en fût de chêne. Enfin, si mon souvenir est bon, hein, il y a différentes catégories de sang et des millésimes, quoi. En 300 ans de culture vampirique, il y a eu le temps de bâtir une gastronomie comme ça particulière. Alors, si je retrouve la page, effectivement. Ouais, presque à la fin. Ouais, voilà, on a effectivement le premier sang, parce qu'on commence en fait le repas vampirique par des sangs de plus en plus capiteux. Hein. Donc, les premiers sangs sont des sangs légers, sang rosé de Versailles, cuvée de primeur fraîchement prélevée sur des jeunes femmes de la région. Et puis ensuite, on va vers des sangs de plus en plus capiteux, la cuvée sylvestre de la forêt noire, le grand cru hémophile. Et puis pour le reste, je laisserai les lecteurs le découvrir. Et il y a quelque chose qui m'a fasciné aussi, parce que cette humeur vampirique s'étend aussi aux choses, hein, et aux animaux. On a des chevaux vampires, et puis on a une... Alors ça, je laisserai les lecteurs les découvrir, mais on a aussi une rose. Une rose nourrie du sang. Oui, alors c'est vrai que justement, parce que c'était cette influence des ténèbres dont on parlait tout à l'heure, j'avais en tête une énergie comme ça, obscure, mystique, qui peut pervertir finalement toutes les choses, pas seulement les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes, les objets même, et en donner une version vampirique. Je me suis beaucoup amusé à imaginer ce que ça pourrait être, et c'est venu comme ça nourrir, peupler mon univers. Ce qui est génial aussi, c'est comme cette humeur, quand cette humeur est proche d'un vivant, c'est le froid qui d'un seul coup nous saisit à chaque rencontre, et plus le personnage est important, plus le froid est important. Enfin, il y a quelque chose d'assez fascinant aussi, de très atmosphérique dans votre roman. J'ai lu quelque part que vous étiez insomniaque, et est-ce que vous vous adonnez à des balades nocturnes? Parce que je trouve que la description de la nuit, la description des lieux la nuit, est-ce que vous êtes baladé dans Versailles la nuit? Parce que je trouve qu'il y a un vrai charme à ces balades nocturnes, en fait. À la fois une peur, mais en même temps une vraie fascination. Bah, ça me fait très plaisir d'entendre ça, parce que finalement, l'émotion que j'avais envie de créer avec cette histoire, je dirais que c'est de la féerie horrifique. C'est-à-dire d'avoir un merveilleux, vraiment un dépaysement et une envie de découverte, mais qui va de pair avec des frissons d'horreur. C'est ce que j'ai essayé de faire. Il se trouve que effectivement, je dors très peu et j'écris principalement la nuit. Ça se ressent, je pense, à travers mes romans qui sont très souvent nocturnes. Hein. Le cas de Jack Spark, ma première série, c'était l'histoire d'un adolescent insomniaque envoyé dans un camp de vacances. Animal, c'est beaucoup la nuit. Phobos, c'est le noir de l'espace, donc c'est la nuit peut-être infinie. Et dans La Cour des Ténèbres aussi, jusque dans le titre, c'est un livre très nocturne. Moi, la nuit me fascine, c'est mon territoire d'écriture. C'est un moment où l'imagination se déploie plus facilement que dans la journée, en tout cas en ce qui me concerne. Tout paraît possible la nuit. Et quand j'écris, tout est silencieux et noir autour de moi, il n'y a plus que mon histoire qui existe. Donc ça, c'est un moment vraiment de grâce de l'écriture. Et quant à Versailles de nuit, j'y ai été effectivement. J'ai donc étudié un peu à Versailles et vécu à côté de Versailles pendant quelques années. Je suis allé plusieurs fois aux fêtes de nuit, où on redécouvre le château, les jardins, les fontaines, à la lumière des étoiles, et ça, c'est magique. Parce que c'est vrai que la première fête de nuit et le labyrinthe de nuit est quelque chose d'extraordinaire dans ce roman. Oui, alors oups, parce que là, il y a un petit accident de chat. C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné. Voilà, je l'ai mise en sécurité derrière. J'ai regardé en fait les plans du château et des jardins tels qu'ils étaient à l'époque du roi Louis XIV. Donc il y avait encore plus de choses dans les jardins qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait des labyrinthes de verdure, des choses très baroques en fait. Hein. Louis XIV, c'est l'âge classique, mais il y a encore beaucoup de survivances de l'âge baroque dans cette époque. Donc des rocailles, des fontaines qui reprenaient les fables d'Ésope, qui ont inspiré par la suite les fables de La Fontaine. Donc il y avait comme ça des dizaines de fontaines avec des animaux figés qui crachaient de l'eau. Et ça, c'est aussi quelque chose de féerique. J'imaginais ça à la lumière de la lune, ces animaux pétrifiés dans ce labyrinthe de verdure. Et bien sûr, avec l'héroïne qui fuit dans ce labyrinthe et des vampires lâchés à ses trousses. J'avais des images de Shining, des scènes finales dans la tête en écrivant ça. Donc les lecteurs et lectrices qui ont vu le film peuvent se faire une idée. Un observatoire? Parce que je connais un petit peu l'architecture de Versailles, mais je n'ai pas noté la présence d'un observatoire.
Alors ça, c'est effectivement une addition de ma part. Le roi des ténèbres, on le découvre dans le premier tome, a une fascination absolue pour les étoiles, pour le ciel, pour l'espace. Alors ça reste un peu, Là, c'était beau, ça. ça reste un petit peu mystérieux encore dans le premier tome, mais on sent que quelque chose de très important va se jouer du côté du ciel. Pourquoi Ouais. est-ce que le roi des ténèbres passe ses nuits enfermé dans son observatoire avec son grand archiatre, hein, le grand archiatre, c'est le chef de la faculté hématique, à observer les étoiles, qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses projets. Et là, on touche à un thème, à un registre que j'ai envie d'explorer dans cette série, qui est celui de l'horreur cosmique, comme on dit. Donc c'est un autre champ de l'horreur, hein. Il y a Génial. l'horreur virale, il y a l'horreur gothique que j'explore dans ce premier tome avec le vampire, mais il y a aussi l'horreur cosmique, celle qui vient de l'espace, qui a été explorée notamment chez Lovecraft, et c'est quelque chose que j'ai envie de creuser aussi dans cette série. Il y a deux personnages sur lesquels j'ai envie de vous entendre, parce que ce livre est aussi intéressant que ce que vous pouvez en dire. J'aimerais que vous parliez un petit peu d'Orfeo, sans trop en révéler. Ah oui, alors là, Qui est un peu un Frankenstein en quelque sorte. Alors il y a effectivement dans les entrailles de la grande écurie, dans les entrailles de cette école où arrive mon héroïne, une présence mystérieuse, maléfique, sans doute, sans visage. Et au-delà de tout son fil narratif, de toute cette course de vengeance qu'elle a, il va y avoir aussi cette question, mais quelle est cette présence qui hante la grande écurie, dont moi seul je suis consciente, et son chemin va rencontrer celui de cette présence. Voilà, je suis désolé, c'est très nébuleux dans ma réponse, mais j'essaye d'être le plus vague possible pour pas. Moi, j'ai l'impression que cette présence, elle nous renvoie vraiment aussi au roman d'aventure historique classique, en quelque sorte, avec un personnage un petit peu caché comme ça. Puis elle nous renvoie aussi peut-être à la fragilité du monstre ou à la non-communication du monstre et peut-être Ouais, moi, la figure du monstre, justement, est le monstre solitaire, hein, par opposition aux vampires. Moi, dans mon roman, les vampires, c'est une caste, c'est un groupe qui a le pouvoir et qui l'exerce de manière tyrannique. À l'opposé, il y a le monstre solitaire, c'est-à-dire le rejeté, le banni. Et ça, c'est une figure qui me parle beaucoup d'un point de vue romanesque, que j'avais envie d'explorer. Là encore, je pense forcément à Victor Hugo, parce que c'est très souvent chez Victor Hugo, on a cette figure-là. Vous parlez du roman d'aventure classique et on pense bon, à Quasimodo, l'homme qui rit, enfin, c'est Ouais. ce monstre rejeté de la société, mais qui finalement va venir questionner la société. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et voilà, alors justement, je regarde dans ma bibliothèque parce que il y a eu je fais une petite pub pour ça. Voilà, on a fait il y Oui, a 2-3 tout ans à fait. cette anthologie du monstre sous la direction de Stéphanie Nico et Alain Qui est Grosset chez excellent. Livre de Poche, où on a demandé à quelques auteurs d'écrire une nouvelle sur le monstre et c'était mis en relation avec des textes d'anthologie plus classiques. Et là, j'ai écrit ma version du Minotaure dans ce recueil. Et ça rejoint complètement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le Minotaure, c'est ce monstre rejeté, banni. Ah, zut, on a été coupé. C'est le chat. Alors, si vous regardez, restez, puisque je pense que c'est juste une petite coupure. Victor Dixon va revenir, je pense. Il a juste à se reconnecter. Ça devrait revenir. Donc, on parlait d'un personnage Orfeo, personnage qui vit dans les entrailles de l'écurie d'or. Toujours pas de Victor Dixon. Je pense qu'il va pas tarder à revenir. Restez connectés parce que ça serait dommage de ne pas finir cette discussion. Euh, c'est vrai que la coupure a été. On a eu quelques questions ou pas, peut-être? Je vais revenir là-dessus. Donc, Victor Dixon va revenir incessamment sous peu. Ah, j'ai eu peur. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le chat. Ça doit être le chat, je pense. Effectivement, elle a sauté à un moment donné derrière l'ordinateur et ça a coupé. Alors, je me suis reconnecté. C'est les chats, quand on leur prête pas assez d'intention, après, ils sont mauvais. Ah, non, ça recoupe là. Zut. Zut, zut, zut. Alors, juste vous dire que
On est dans le 11e livre en live avec Victor Dixon qui a écrit Vampiria, Le cours des ténèbres. C'est organisé par le Furet du Nord et de Citre. Vous pouvez vous procurer les livres dans nos librairies, mais aussi sur nos sites, si vous le souhaitez. Victor Dixon. Voilà, c'est bon, ça devrait marcher. Alors, j'avais une autre question. Les vampires de Versailles qui veulent m'empêcher de parler pour révéler tous leurs secrets. J'ai quelques questions des auditeurs et moi, en tout cas, j'en ai une dernière parce que c'est vrai que vous avez montré une carte du monde et c'est vrai que on va dire que le Louis XIV, par cette transmutation, est arrivé à un véritable empire, hein, limité à l'est et occupé par des vampires un petit peu terrifiants, les Styrges, mais il a fait alliance avec d'autres pays. Et il y a une autre civilisation dans votre livre qui arrive avec son esthétique, son imaginaire, à travers une servante, en fait, une jeune servante qui s'appelle Naoko. Et Ouais. alors, je trouve ce personnage absolument fascinant. Plus on avance dans l'histoire et plus on connaît son histoire. Et j'aimerais que vous me disiez un petit peu, oui, est-ce que ce personnage était là dès le départ? Est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que vous avez voulu étirer une esthétique aussi particulière et l'incorporer comme ça dans... Bah, c'est vrai, c'est oui à toutes les questions. En fait, c'est vrai que ce personnage il est venu assez rapidement. J'avais envie d'explorer le baroque de l'époque dans toutes ses dimensions, et aussi dans la dimension exotique. Il faut savoir que sous le règne de Louis XIV, il y a eu plusieurs ambassades d'Extrême-Orient envoyées. Il y a eu l'ambassade du Siam par 2 fois, une ambassade de Chine aussi. Donc il y avait des liens comme ça entre la cour de France et l'Orient, l'Extrême-Orient même, et j'ai voulu du coup avoir ce personnage, Naoko, qui est la fille de l'ambassadeur de jour de l'Empire du Japon. Alors attention, il y a 2 ambassadeurs. L'ambassadeur de nuit, c'est un vampire, bien sûr, il y a l'ambassadeur de jour, et donc elle-même, elle est élève de la grande écurie, mais elle est très seule, elle est très isolée, elle n'a pas vraiment réussi à se faire des amis en 3 ans de présence. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a un secret que les lecteurs découvriront. Et là, j'ai vraiment puisé dans ce que je sais de l'Asie. J'ai eu la chance d'y vivre pendant 5 ans. Avant de déménager aux États-Unis, j'étais à Singapour et j'ai visité la région et notamment le Japon qui me fascine, hein, par la richesse de sa culture et puis cette altérité. C'est tellement différent de notre propre culture que c'est absolument fascinant. Et j'ai voulu comme ça avoir une éruption de l'imaginaire japonais au sein de la cour de Versailles. Et c'est un des personnages que je préfère dans la série Naoko et qu'on va retrouver bien sûr dans les autres tomes. Hmm. Alors justement, comme vous êtes un petit peu globe-trotteur depuis l'enfance, hein, j'ai une question d'Émilie. En quoi vivre aux États-Unis influence-t-il votre écriture? Alors j'ai l'impression que je n'écris généralement pas dans l'immédiat sur l'endroit où j'habite. C'est souvent avec un peu de décalage dans le temps que les souvenirs me reviennent et que j'écris. Donc là, je viens de quitter New York pour m'installer à Washington et justement, j'ai envie d'écrire maintenant sur New York. Et je pense qu'il y a très certainement un des tomes de Vampiria qui se situera dans la Nouvelle York, hein, donc cette New York fantasmée de la Magna Vampiria, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Sinon, je dirais c'est plus dans la vie sociale de l'auteur. J'ai pas mal d'amis auteurs aux États-Unis, du coup des auteurs américains avec qui j'échange, et ça se fait beaucoup en groupe. Il y a beaucoup d'écriture en groupe aux États-Unis, à la différence de la France, des cafés littéraires où les auteurs se rencontrent pour lire des passages de leurs manuscrits en cours, pour se donner des conseils. Donc il y a un côté très sympathique comme ça que j'ai découvert aux États-Unis. Donc réminiscence et émulsion en quelque sorte. Voilà, exactement. Bonne synthèse. Une question de Paul. Quel est selon vous le meilleur livre sur les vampires? Alors, il y en a énormément. J'aurais envie d'en citer 2. Pour faire court, je dirais Carmilla de Sheridan Le Fanu. C'est une nouvelle. Que je n'ai pas cité quand j'ai parlé un petit peu de vos sources d'inspiration. Oui, mais c'est vrai que c'est un texte qui est un peu moins connu et qui a un peu disparu aujourd'hui, hein, par rapport à Dracula, par exemple, de Bram Stoker, qui bien sûr est un incontournable. Mais j'ai une tendresse particulière pour Carmilla parce que c'est très atmosphérique. Ça commence par l'arrivée d'un carrosse de nuit dans un château avec une jeune femme et sa mère qui viennent de nulle part. Et tout de suite, on est plongé dans une ambiance complètement ensorcelante jusqu'au bout de la nouvelle. Donc moi, ça m'a vraiment charmé. Donc ça, c'est pour faire court. Et pour faire long, je dirais les Chroniques des vampires d'Anne Rice. Donc là, un monument de la littérature vampirique. Je crois que le premier est paru à la fin des années 70, Entretien avec un vampire. Et Anne Rice, on peut vraiment lui donner le crédit d'avoir réinventé la figure du vampire pour faire rentrer le lecteur dans la tête du vampire.
C'est-à-dire que jusqu'à Anne Rice, le vampire, c'était vraiment le monstre, l'autre. On ne savait pas comment il pensait, on ne connaissait pas ses états d'âme. Et à partir d'Anne Rice, eh bien, les vampires deviennent les protagonistes. Et ça ouvre un champ littéraire et romanesque énorme dans lequel on est encore aujourd'hui. Pour le premier, hein, que Sébastien aurait pu montrer aussi, j'avais envie de dire toute ressemblance avec un roman de Victor Dixon. Parce qu'il non, pas animal. Mais bon. Non, parce que je trouve que ces scènes aussi de carrosse de nuit sont très intrigantes dans votre roman. Oui, alors les vampires, et ça c'est l'esthétique, une fois encore, voyagent à travers des carrosses, enfin à bord de carrosses en ébène, en bois d'ébène, quelque chose de très noir, comme ça, exotique en même temps. Et c'est des images en fait que j'avais en tête. J'ai un peu écrit ce roman, et là ça rejoint Animal, la manière dont j'écris Animal. J'ai écrit ce roman un peu comme on peint une peinture. J'avais en tête l'esthétique du XVIIe et notamment les toiles du ténébrisme. Je pense à Latour et ce genre de peintre qui avait des clairs-obscurs, ou Caravage si on revient un peu en arrière dans le temps. Donc des scènes très contrastées, très sombres, avec juste quelques points de lumière comme ça. C'est vraiment ça que je voulais transmettre comme émotion esthétique. L'utilisation du fond noir ou du clair de lune. Héloïse, comment comment se procurer les documents papier comme la carte et la généalogie? C'est vrai que nous, on est un peu privilégiés, libraire, on l'a reçu. Mais est-ce qu'ils peuvent demander à votre éditeur, Robert Laffont? Je pense que l'éditeur écoute le live en ce moment, donc voilà, un message bien reçu. Il y a eu pas mal de demandes, hein, j'en ai eu aussi sur les réseaux pour cette carte, notamment, qui est vraiment très belle. Une fois encore, je remercie Ouais. Misty pour cette magnifique réalisation. Donc je pense que l'éditeur va réfléchir à des moyens de le mettre à disposition. Et je crois qu'il va y avoir un concours bientôt pour peut-être gagner une version encadrée de cette carte. C'est à l'étude, mais on en parlera très bientôt sur les réseaux. Alors, une question de Mev, c'est ça, hein, Mev. Un possible roman sur le Japon par la suite? Alors, le Japon, c'est une fois encore, c'est une culture, un pays qui me fascine. En littérature, il y a le clan des Otori, hein, si vous ne l'avez pas lu, qui est un incontournable pour le légendaire du Japon. J'ai très envie d'écrire dessus. Peut-être que le personnage de Naoko me permettra de voyager jusque là-bas dans la série Vampiria. Les écuyers m'ont semblé avoir quelque chose un petit peu enfin, parfois d'oriental, mais un petit peu d'asiatique dans leur rigidité et leur costume. Oui, ils sont des costumes sombres pour se fondre dans la nuit, justement, hein. Ce sont les gardes du corps du roi qui sont à ses côtés. On ne les voit pas au premier coup d'œil. Il y a le roi en majesté, on ne voit que lui avec son masque d'or. Et puis seulement dans un deuxième temps, on se rend compte que dans les ombres derrière lui, il y a ses écuyers. Et alors j'avais un peu en tête, là, c'est la petite cuisine de l'écrivain, Game of Thrones, le Trône de Fer, plutôt la série, justement les gardes du corps de Daenerys, qui viennent de l'Orient justement, et qui sont ces plastrons de cuir sombre, et qui sont entièrement aux ordres de la reine, et qui ont un côté très hiératique, comme ça, très figé, que j'ai retrouvé chez les écuyers du roi. C'est une fabuleuse, le moment où apparaissent les écuyers dans le jardin de nuit avec le roi des ténèbres. On s'avance vers la fin, Victor Dixon. J'espère qu'on a assez parlé de votre livre. Si vous voulez encore en dire quelque chose, n'hésitez pas. Moi, j'avais envie, comme question ouverte, parce qu'on est libraire et on aime le partage, on aime l'échange de conseils de lecture. Est-ce qu'il y a une lecture récemment qui vous a intéressé? Et puis moi, j'aimerais peut-être parler de quelque chose qui a inspiré la peinture de l'époque, et enfin en tout cas la représentation du pouvoir, et qui, et peut-être, il y a un aspect dont on n'a pas parlé de votre livre. C'est vrai qu'on a parlé du côté merveilleux, on a parlé du côté très esthétique, nocturne, mais il y a peut-être aussi le côté gore, le côté sanguinolent. Et en tout cas, vous faites référence souvent aux métamorphoses d'Ovide. Oui, alors moi, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup dans le Grand Siècle, c'est ce retour à l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a une obsession du Grand Siècle et de la cour de Versailles pour l'Antiquité. D'ailleurs, toutes les statues dans le parc de Versailles, dans le jardin de Versailles, sont des statues de dieux antiques.
Louis XIV lui-même et toute la famille royale se faisait représenter sous forme de dieu antique. Et j'aime beaucoup cette mise en abîme comme ça du baroque, du grand siècle avec l'Antiquité. Et j'ai exploité ça dans la série, notamment avec toutes les références aux métamorphoses d'Ovide. C'est quelque chose qui m'intéressait de creuser. Et jusque dans le nom d'emprunt de mon héroïne, Diane, Ouais. qui est le nom d'une déesse romaine. Il y a d'autres noms empruntés à l'Antiquité. Mais du coup, un classique, ça autorise à la cruauté dans les descriptions sanguinolentes? Ou c'est pas... La mythologie grecque et romaine par extension, c'est quand même pas non plus c'est pas un conte pour enfants, c'est très cruel, il y a beaucoup de supplices, de meurtres, de tout ce qu'on veut. En même temps, c'est à l'image de la vie telle qu'elle était à l'époque. Et une fois encore, moi j'avais envie de cette partie sanglante en contrepoint au merveilleux, à la magie. Et on revient à cette idée de féerie horrifique que je voulais travailler dans cette série, d'avoir un émerveillement et une épouvante. Si je devais citer une référence cinématographique qui, pour moi, illustre bien la féerie horrifique, c'est Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, où on est vraiment sur le fil à chaque fois, on est émerveillé sur un plan et horrifié sur celui d'après. Et c'est vraiment ça que je voulais reproduire dans cette série. On n'a pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot de votre livre ou... Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, j'invite maintenant les lecteurs à La Cour des Ténèbres, ceux qui n'ont pas encore découvert le livre. Et je crois que Billy va aussi dire un mot parce qu'elle vient de passer devant l'écran. Hop. Donc les portes sont grandes ouvertes, mais attention, ne vous aventurez pas. En tout cas, moi, je remercie beaucoup les librairies de Citre et Furec qui ont permis cet échange. Et puis aussi Jean-François, Julien, enfin tous ceux qui permettent que ce petit moment se passe, parce que je l'ai trouvé aussi intéressant que votre livre. Je remercie aussi votre éditeur Robert Laffont, la collection R, hein, on aurait peut-être pu en dire deux mots. Non, est-ce que oui, alors là, justement, ça rejoint. Alors, je termine donc parce que le chat est passé dans le champ. Donc, j'invite les lecteurs qui le souhaitent à venir à la Cour des Ténèbres. Juste ne vous aventurez pas dans les jardins royaux après minuit parce que c'est le début de la chasse galante. Je n'en dis pas plus. Et pour revenir effectivement aux recommandations de lecture, alors moi, je suis en train de lire actuellement le 2e tome de La Faucheuse. Donc, c'est chez R justement, et ça illustre très bien leurs choix éditoriaux que moi j'adore. C'est une histoire, c'est le 2e tome, hein. J'ai lu le premier que j'ai adoré. C'est une histoire de science-fiction qui part d'un postulat simple et puis percutant, ce qui est souvent la recette d'une bonne histoire de science-fiction. Si demain les humains avaient réussi à conquérir l'immortalité, c'est-à-dire que plus personne ne meurt, la médecine permet cela, comment on fait pour réguler la population? Eh bien, il y a une nouvelle fonction publique qui a été créée, ce sont les faucheurs, des fonctionnaires dont le rôle est de tuer, en fait, de manière un peu aléatoire certaines personnes pour que la population ne croise pas trop. Donc, ça paraît comme ça sur le papier un petit peu cash, voire un peu glauque, mais c'est tellement bien traité, tellement bien raconté, avec surtout toute la profondeur philosophique des questions qui se posent, que c'est une lecture, on est emporté dedans, et c'est le Grand Prix de l'imaginaire, justement, donc c'est aussi un gage de qualité. Que vous avez obtenu aussi. Que j'ai adoré, je fais ma promo, hein, j'en profite, c'est Nouvelle Spark d'Eric Lhomme. Eric Lhomme, oui. Voilà, là c'est un one-shot, et ça raconte en fait un monde futur où l'idéal de la Sparte antique va être ressuscité sur les bords du lac Baïkal, et c'est une lecture très revigorante que je conseille. Et le dernier livre dans lequel je suis plongé actuellement, ça c'est plutôt mes lectures documentaires, c'est le Dictionnaire du grand siècle sous la direction de François Bluch. Donc c'est à quoi sont occupées mes nuits pour bâtir le monde de la Cour des Ténèbres. Excellent. Victor Dixen, merci beaucoup. Merci à vous. Et oui, pardon, j'oubliais, pour ceux qui voudraient vous rencontrer à Lyon, vous serez à Confluence normalement le 3 décembre. Donc pour le moment, je ne peux pas donner d'horaire, mais et puis si les gens ont un petit peu des craintes, vous inquiétez pas, on organise des espèces de rendez-vous par groupe de personnes. Comme ça, il n'y a pas une queue qui s'étire trop longtemps. Donc ça sera par contre une simple dédicace un petit peu rapide. Mais en tout cas, normalement, si tout va bien, si vous pouvez venir en France, si tout se passe bien, si on n'est pas reconfiné, le jeudi 3 décembre à Confluence, la librairie de Citre. D'accord, très bien. Le rendez-vous est pris. La queue du chat qui s'agite en fin de live. Allez, hop, Billy, hop. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.